Je vais vous interrompre très brièvement pendant que vous présentiez Julie Surkan. On nous informe qu'en ce moment, nous avons un invité d'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, nous rejoint maintenant depuis Téhéran. Monsieur le ministre Araghchi, nous vous remercions de prendre le temps de nous parler en ce moment. Nous avons une série de questions. Nous savons que vous êtes l'une des rares personnes dans ce pays à avoir la possibilité de communiquer avec l'extérieur, alors qu'il y a actuellement une grande coupure des communications. Tout d'abord, notre question pour vous, monsieur, est la suivante. Pouvez-vous nous donner une meilleure compréhension de la situation sur place, des impacts qui ont eu lieu? Et par ailleurs, pouvez-vous nous confirmer que l'ayatollah et le président sont tous deux encore en vie? Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir. La situation sur le terrain est, je ne peux pas dire normale, mais la vie continue. Tout est sous contrôle. À mon avis, et je pense vraiment que les Américains, tout comme les Israéliens, ont totalement échoué à, vous savez, parvenir à atteindre l'ensemble de leurs objectifs initiaux. Et maintenant, tout est sous contrôle. Et nous avons presque, en l'espace de moins de 2 petites heures seulement, été en mesure de commencer à organiser une riposte en attaquant, vous savez, des bases américaines ainsi qu'un certain nombre de cibles stratégiques en Israël, avec notre propre arsenal de missiles. Presque tous les responsables sont sains et saufs et vivants. Nous avons peut-être perdu 1 ou 2 commandants, mais ce n'est pas un gros problème. Et, vous savez, nous gérons réellement la situation. Nous maîtrisons la situation. Et j'étais en contact avec, vous savez, mes collègues dans le Golfe Persique, et je leur ai expliqué que, vous savez, nous n'avons aucune intention de les attaquer, mais que nous attaquons en réalité les bases américaines dans un acte d'autodéfense. Nous ne pouvons pas simplement rester assis et regarder. Ils nous attaquent et nous ne répondons pas simplement parce que leur base se trouve dans un pays voisin ami. Donc je leur ai expliqué et j'espère qu'ils comprennent cette situation. Un autre point que je dois mentionner, c'est que je ne comprends pas pourquoi l'administration américaine insiste pour commencer une négociation, puis en plein milieu de la négociation, attaquer l'autre partie. Et aujourd'hui, il s'est passé exactement la même chose qu'en juin dernier. Nous étions en pleine négociation et il était intéressant de constater que cette fois, nous avions fait de grands progrès. Il y a 2 jours, jeudi, nous avons eu une très bonne réunion à Genève en compagnie de Steve Witkoff et Jared Kushner. Et nous avons pu aborder des questions sérieuses liées au programme nucléaire iranien. Nous avons évidemment des divergences, mais nous en avons résolu certaines et nous avons décidé de continuer afin de régler le reste des questions. Et nous avons en fait donné instruction à l'équipe technique de se rendre à Vienne et d'avoir une réunion avec l'AIEA. Donc, afin de trouver une solution technique aux problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la négociation. Et tout le monde était satisfait à la fin de ces négociations. Comme vous l'avez vu, Son Excellence Badr al-Boussaïdi, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, qui fait la médiation entre nous, a conclu en publiant un tweet disant qu'aujourd'hui, nous avons réalisé des progrès significatifs. Avant de publier son tweet, il a consulté les 2 délégations qui se sont toutes 2 déclarées satisfaites. Je ne comprends donc pas pourquoi, alors que nos négociations progressaient, que nous avions obtenu des résultats concrets et qu'un accord était à notre portée, ils ont décidé de nous attaquer. Peut-être vous savez que ce sont d'autres personnes qui ont entraîné les États-Unis dans ce conflit pour leurs propres intérêts. C'est vraiment dommage. C'est très regrettable. Et oui, Monsieur Araghchi, j'apprécie vraiment vos commentaires. Et j'ai encore une série de questions à vous poser. Mais pour que les choses soient claires pour notre public, pouvez-vous confirmer précisément que l'ayatollah Ali Khamenei est vivant? Et par ailleurs, que le président iranien soit encore en vie à l'heure actuelle suite à ces frappes américaines et israéliennes? À ma connaissance, oui, ils sont vivants. Ainsi que le chef du pouvoir judiciaire, ainsi que le président du Parlement. Tous les hauts responsables sont vivants. Et le secrétaire du Conseil de sécurité nationale. Donc tout le monde est à son poste et nous gérons la situation, tout va bien. Monsieur, pensez-vous avoir été visé dans le cadre de ces frappes?
Vous parlez de moi? Oui. Eh bien, je ne sais pas. Ils ont visé tout le monde. Vous savez, à l'instant même, je viens de voir les images de leur attaque contre une école de filles dans la ville de Minab, dans le sud de l'Iran. Donc, au total, 57 jeunes filles innocentes ont malheureusement perdu la vie à la suite de leur frappe. Par conséquent, quand ils décident de frapper une école, ils peuvent aussi, vous le savez bien, atteindre très facilement de nombreuses autres personnes aux alentours. Cette attaque était non provoquée, illégale, absolument illégitime, contraire au droit international et doit être condamnée. C'est évident. Vous avez dit que l'Iran est prêt à se défendre face à ces actions. Qu'est-ce que cela impliquerait? Eh bien, nous faisons face à un acte d'agression et évidemment, nous avons pleinement le droit de nous défendre. Donc, ce que nous faisons est un acte d'autodéfense qui est absolument légal et légitime. Et nous pensons que nous sommes totalement prêts pour cela, même plus prêts que la fois précédente, la guerre de 12 jours. Je crois que nous gérons cela. Nous savons très bien comment nous défendre. Nous avons tiré de nombreuses leçons de la guerre précédente et nous allons certainement donner aux agresseurs la leçon qu'ils méritent. Monsieur Arashi, si je peux vous poser une question très rapidement. En ce moment, nous savons que l'Iran, via les gardiens de la Révolution, le corps des gardiens de la Révolution islamique, via ses alliés le Hezbollah, le Hamas, les rebelles Houthis, au Yémen, a mené des attaques contre des Américains et d'autres personnes dans toute cette région. L'Iran insiste sur le fait que son programme nucléaire n'a jamais eu pour but de créer des armes nucléaires. Mais ma question pour vous, monsieur, est la suivante. Pourquoi les États-Unis et le reste du monde devraient-ils faire confiance à l'Iran lorsqu'il affirme que ses efforts pour développer un programme nucléaire sont uniquement à des fins civiles et non pas pour continuer à nuire aux intérêts occidentaux et américains? Tout d'abord, nous n'avons pas de groupe par procuration. Il y a certains groupes qui se battent pour une cause juste et nous les soutenons. Donc, cela ferait d'eux des groupes par procuration, n'est-ce pas, monsieur? Mais vous savez, ils ne reçoivent pas d'ordre de notre part. Ce sont des groupes indépendants, mais nous les soutenons. Et vous savez, nous les soutenons dans leur, lutte, pour le droit à l'autodétermination ou pour libérer leurs terres de l'occupation, peu importe. Mais pour l'instant, nous n'avons besoin de personne pour assurer notre défense. Nous sommes suffisamment capables de nous défendre nous-mêmes et nous le ferons et nous n'avons besoin de l'aide de personne. Concernant notre programme nucléaire, je pense qu'il y a toutes les raisons de croire que l'Iran ne veut pas d'armes nucléaires. Et le monde entier nous a mis à l'épreuve. En 2015, lorsque nous avons signé un accord, nous avons annoncé très clairement que l'Iran ne chercherait jamais à obtenir, développer ou acquérir des armes nucléaires. Et cela constituait un engagement permanent dans l'accord de 2015. Je sais que le président Trump n'aime pas cet accord, mais au moins nous avons prouvé notre, bonne volonté et nous avons prouvé que nous ne cherchons pas à obtenir des armes nucléaires. Et ce n'est pas l'Iran qui s'est retiré de cet accord, c'était les États-Unis. Et pourtant, en 2025, lorsque les États-Unis ont proposé aux États-Unis une négociation pour trouver une solution au programme nucléaire iranien, encore une fois, nous avons accepté. Nous avons entamé des négociations de bonne foi. Au moins 3 fois, nous sommes parvenus à une bonne conclusion. Mais vous savez, mon interlocuteur de l'autre côté n'a pas pu la faire accepter à Washington. Puis, soudainement, ils nous ont attaqués. Encore une fois, cette fois-ci, nous sommes entrés en négociation avec l'aide de nos amis omanais et d'autres. Tout le monde a soutenu ces négociations et vous savez, nous avons fait des progrès significatifs cette fois-ci. Et puis ils nous ont attaqués. Donc c'est nous qui avons, des expériences négatives et amères dans nos discussions avec les États-Unis. Nous n'avons jamais voulu d'armes nucléaires. Il y a à la fois des convictions religieuses de notre part, le verdict du Guide suprême, qui considère toutes ces armes comme inhumaines et, contraires aux enseignements islamiques. En même temps, elles n'ont aucune place dans notre doctrine de sécurité et je peux expliquer, mais je voudrais réaffirmer une fois de plus que nous avons prouvé notre bonne volonté
Nous avons négocié avec l'E3, puis avec l'E3+3 ou le P5+1, et nous sommes parvenus à un accord. Le monde entier a célébré et nous sommes restés engagés envers cet accord en 2015. Mais c'est les États-Unis qui s'en sont retirés, pas nous. Et encore les expériences de l'année dernière et de cette année. Donc je pense que celui qui doit prouver sa bonne foi, sa bonne volonté, ce sont les États-Unis, pas l'Iran. Monsieur, alors que de nombreux Américains se réveillent ce matin et voient des images d'Israël et d'autres nations essayant de se défendre, quel est votre message au peuple américain concernant jusqu'où l'Iran est prêt à aller? Eh bien, nous n'avons aucune limite pour nous défendre. Cela inclut-il d'attaquer des Américains? Eh bien, nous attaquons le renforcement militaire américain dans notre région. Nous n'attaquons pas les Américains sur leur territoire. Les Américains attaquent notre peuple dans nos villes. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous attaquons les bases américaines, les bases militaires dans la région et les installations et infrastructures militaires, et cela uniquement en tant qu'acte d'autodéfense. Nous ne sommes pas ceux qui ont commencé cette agression. Ce sont les États-Unis et Israël qui ont commencé cette agression, donc il n'y a aucune limite pour nous défendre. Mais une fois que l'agression cessera, nous cesserons également notre autodéfense. C'est tout à fait évident et tout à fait naturel. Monsieur Arashi, ces dernières semaines, nous avons assisté à une répression du régime iranien contre les manifestants civils à travers tout le pays. Selon la source de vos informations, des centaines, voire des milliers, peut-être même des dizaines de milliers d'Iraniens ont été tués. En ce moment, pour le peuple iranien, vous engagez-vous à cela? L'Iran ne réprimera pas, n'attaquera pas, ne mutilera pas, ni ne tuera le peuple iranien s'ils choisissent de protester pacifiquement contre leur gouvernement. Eh bien, je dois corriger votre désinformation. Nous n'avons pas réprimé les manifestants. Nous avons réprimé une opération terroriste. Vous savez, du 28 décembre au 7 janvier, nous avons eu des manifestations pacifiques dans nos rues et cela a été totalement toléré. Même le gouvernement a décidé de dialoguer avec les leaders de ces manifestations afin de trouver une solution aux problèmes auxquels ils étaient confrontés. Et tout s'est déroulé pacifiquement, personne n'a été tué. Mais le 8, du 8 au 10 janvier, c'était une toute autre histoire. Des éléments armés se sont ajoutés à ces manifestations. Ils venaient de l'extérieur. Ils recevaient des instructions de l'extérieur, vous savez, notamment du Mossad et des Israéliens. Et ils ont commencé à tirer sur nos forces de police et de sécurité. Donc c'était une histoire complètement différente, une opération terroriste, et nous n'avions pas d'autre choix que de la réprimer. Donc, pour être clair, vous dites que ceux qui ont été tués étaient exclusivement des agents étrangers. Aucun d'entre eux, selon vous, n'était iranien? Non, laissez-moi expliquer. Ces éléments se sont infiltrés dans les manifestations et les protestations et ils ont commencé à tirer sur nos forces de police. Et ensuite, ils ont commencé à tirer sur la population. Et c'était très étrange. Et puis, ils ont même commencé à tirer sur les manifestants. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient augmenter le nombre de morts. Parce que le président des États-Unis avait dit que s'il y avait des morts, il viendrait à la rescousse. Donc, afin de l'entraîner dans une guerre avec l'Iran, ils ont commencé à tirer sur la population. Ils ont donc augmenté le nombre de morts dans le but d'accroître le nombre de décès. Et le nombre total était, comme nous l'avons dit, de 3117. Et la liste de toutes les victimes a déjà été publiée par nos soins. Environ 2500 d'entre eux sont considérés par nous comme des martyrs, des gens ordinaires tués par ces éléments terroristes, ainsi que 200 membres des forces de police. Que faites-vous aux États-Unis si quelqu'un tire sur votre police? Vous réagiriez certainement de manière très sévère, et c'est ce que nous avons fait. Et ensuite, vous savez, tout était terminé en moins de 2 jours et demi. Alors, s'il vous plaît, faites la distinction et séparez les manifestants pacifiques dans les rues, d'une opération terroriste qui était tout autre chose. Nous considérons donc ces 3 jours comme un complot des Israéliens, au final, la continuation de la guerre de 12 jours. Alors, pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils voulaient. Parce que la dernière fois, pendant la guerre de 12 jours, ils ont vu que les gens étaient descendus dans la rue pour soutenir la République islamique. Il y avait, vous savez, une unité sociale en soutien au système.
Cette fois, ils voulaient changer le cours des choses. Alors, ils ont commencé par quelques émeutes dans les rues. Ils ont donné des armes à certains éléments pour qu'ils viennent tirer sur les gens, afin que nous ayons ce chaos. Et ensuite nous attaquer, exactement comme ce qui se passe en ce moment. Donc tout cela était très bien planifié, vous savez, un complot des Israéliens et des Américains. Mais nous avons pu contrôler cette opération et cette fois, nous sommes capables de nous défendre. Et vous verrez comment nous pouvons nous défendre. Nous-mêmes, et le monde le verra. Monsieur, vous avez probablement entendu le président des États-Unis parler de changement de régime en Iran ce matin dans ses déclarations enregistrées. Quel est votre message au président? Eh bien, je pense que c'est une mission impossible. Vous savez, pour un changement de régime, on ne peut pas changer de régime alors que des millions de personnes soutiennent ce soi-disant régime. Regardons simplement ce qui s'est passé lors du 47e anniversaire de la révolution islamique. Nous avions en tout environ 30 millions de personnes dans les rues de toutes les villes d'Iran, en soutien à la République islamique et à l'ensemble du système. Donc vous ne pouvez pas, vous savez, changer ce régime parce que il est soutenu par le peuple. Oui, il y a aussi des gens qui se plaignent, mais ils sont en même temps de fervents partisans du régime, du système. Et puis, nous avons une structure politique très bien établie et ils ont essayé de changer le régime. Ce n'est pas la première fois qu'ils veulent opérer un changement de régime. Ils l'ont déjà tenté par le passé. Regardez, au cours des 47 dernières années, les États-Unis ont tout essayé, du coup d'État aux sanctions, en passant par 8 ans de guerre, par Saddam Hussein, soutenu par les États-Unis et bien d'autres. Et puis, vous savez, la guerre de 12 jours, le snapback, vous savez, au Conseil de sécurité, et vous savez, des opérations terroristes, ils ont tout essayé et tout a échoué. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne réalisent pas leurs échecs. Donc, s'ils veulent répéter une expérience ratée, ils n'obtiendront pas de meilleurs résultats. Alors, monsieur, quel est votre message au peuple iranien? Nous comprenons que vous qualifiez l'appel du président au changement de régime de mission impossible. Quel est votre message au peuple iranien en ce moment? Selon vos propos, tout est sous contrôle, mais d'après ce que le monde voit, il semble que de la fumée s'élève de plusieurs endroits différents à travers Téhéran. Il semble y avoir une certaine panique et une réelle inquiétude là-bas. Que dites-vous au peuple de ce pays à propos de l'état de son gouvernement et de l'état de l'Iran en général? Eh bien, j'ai dit que tout était sous contrôle. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de guerre. Bien sûr, il y a la guerre. Bien sûr, il y a de la panique. Bien sûr, il y a des attaques contre différents bâtiments. Bien sûr, environ 60 élèves, des filles, ont été tuées dans une école. Bien sûr, il y a ces choses-là. Mais mon message à mon propre peuple est que nous sommes une grande nation avec une grande civilisation. Nous avons survécu pendant des milliers d'années et nous savons comment nous défendre. Nous savons comment faire face à nos ennemis et nous survivrons, nous deviendrons même plus forts après cela. Donc, lorsque vous entendez le président dire au peuple iranien « Votre liberté vous appartient, levez-vous, les États-Unis seront à vos côtés », vous leur répondez que c'est un geste creux? N'est-ce pas là une intervention dans, vous savez, les affaires intérieures d'un autre pays? Si nous avions fait cela, qu'auriez-vous dit? Donc, le président d'un autre pays, aussi puissant soit-il, n'a pas le droit de décider, pour le peuple d'un autre pays, d'ordonner à un autre peuple ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs lors de ses opérations terroristes. C'est lui qui a dit « Mettez le feu, vous savez, aux bâtiments gouvernementaux. Faites ceci, faites cela. » Et maintenant, il demande aux gens de se soulever contre leur gouvernement. A-t-il le droit de faire cela? Je ne le pense pas. Monsieur, y a-t-il des discussions officieuses, des communications qui ont lieu en ce moment, ou est-ce terminé? Et par ailleurs, est-il possible de désamorcer la situation et comment? Eh bien, il n'y a aucune communication en ce moment. Mais si les Américains veulent nous parler, ils savent comment ils peuvent me contacter. Nous sommes certainement intéressés par une désescalade. Ce n'est pas notre guerre. C'est une guerre qui nous est imposée.
C'est une guerre choisie par les États-Unis et ils doivent en payer le prix. Et je le ferai, ils le feront, ils le font. Mais en ce qui nous concerne, nous n'en voulons pas de guerre. Nous ne voulons pas d'escalade dans notre région. Nous sommes prêts à désamorcer la situation, mais l'agression doit d'abord cesser. Les attaques doivent d'abord cesser, ensuite il sera possible de discuter et nous pourrons envisager cela. Je ne promets rien car notre peuple est très en colère en ce moment. Donc si la guerre s'arrête, si l'agression cesse, alors nous verrons comment nous pourrons, vous savez, œuvrer pour une désescalade. Monsieur, il y a quelques jours à peine, vous aviez déclaré qu'il y avait eu une sorte d'accord entre les États-Unis et l'Iran et une manière d'éviter une guerre, si vous voulez. Quelles concessions précises l'Iran n'était-il pas prêt à faire? Eh bien, concernant notre programme nucléaire, nous avons clairement indiqué à l'équipe américaine que nous sommes prêts à tout faire afin de prouver que notre programme nucléaire est pacifique et le restera pour toujours. Ce à quoi nous ne sommes pas prêts, c'est à renoncer à notre droit. Nous ne renonçons pas à notre droit, y compris à l'enrichissement, mais nous sommes prêts à instaurer la confiance concernant notre programme nucléaire pour nous assurer que notre programme est pacifique et le restera pour toujours. Pour cette raison et dans ce but, nous avons offert de bonnes concessions aux États-Unis, à l'équipe lorsque nous les avons rencontrés jeudi dernier, il y a 2 jours. Je pourrais peut-être entrer dans les détails de ces concessions dans une autre émission afin que le monde entier comprenne et que les Américains comprennent que nous faisions des progrès. Nous avons réalisé des progrès significatifs. Nous avons accepté de procéder à l'enrichissement uniquement en fonction de nos besoins, les besoins du peuple iranien. Je peux vous citer l'un de nos besoins. Il s'agit du réacteur de recherche de Téhéran. C'est d'ailleurs un petit réacteur construit par les Américains avant la Révolution, et ce réacteur produit des radioisotopes, des médicaments nécessaires à près de 2 millions d'Iraniens. Alors, comment pourrions-nous y renoncer? Comment pourrions-nous simplement arrêter ce réacteur? Nous poursuivrons donc notre programme en fonction de nos propres besoins. C'est ce que nous pouvons faire et nous sommes prêts à le faire. Et nous pouvons accepter, vous savez, des vérifications et une surveillance rigoureuse de la part de l'agence. Et nous pouvons même prendre d'autres mesures de renforcement de la confiance afin de, comme je l'ai dit, nous assurer que tout restera pacifique. Donc je vois la possibilité de, vous savez, parvenir à un accord qui puisse garantir que le programme iranien est pacifique. En même temps, les sanctions sont levées et la coopération économique peut, vous savez, commencer. Et vous savez, nous choisissons la paix. Et je ne comprends pas pourquoi les États-Unis, pourquoi le président Trump a simplement manqué cette opportunité. Demandez au ministre des Affaires étrangères d'Oman à quel point nous étions proches de parvenir à un accord. Monsieur Arachi, nous avons entendu le président lors de son discours sur l'état de l'Union mardi, puis ce matin dans des déclarations enregistrées. Le président a affirmé que l'Iran construit des missiles qui, selon ses propres mots, pourraient bientôt être en mesure d'atteindre le territoire américain. Donc, en ce qui concerne les capacités de missiles balistiques de l'Iran, l'Iran a-t-il désormais la capacité d'atteindre les États-Unis continentaux? À quel point en est-elle éloignée de cette capacité? Non, nous n'avons pas cette capacité. Nous avons délibérément limité la portée de nos missiles à moins de 2000 km. Donc nous n'avons pas cette capacité et nous ne voulons pas l'avoir parce que nous n'avons aucune hostilité envers le peuple des États-Unis, ni envers les Européens ou qui que ce soit d'autre. Nous avons développé cette capacité afin de nous défendre contre nos ennemis. Et vous savez, nos missiles se sont révélés être le moyen de défense le plus fiable pour nous. Donc, évidemment, nous ne pouvons pas faire de compromis sur nos missiles car notre sécurité en dépend. Donc, plus, vous savez, les États-Unis, l'administration, plus les Européens ou quiconque insiste pour que l'Iran se désarme de ses missiles, plus nous sommes convaincus que, pour nous protéger, nous avons besoin de ces missiles. Donc, nos missiles ont une nature défensive. Nos missiles servent uniquement à la dissuasion et à la défense. Ils ne sont pas destinés à l'agression et personne n'a de preuve d'une quelconque agression de notre part contre nos voisins au cours des 200 dernières années.
Donc, pour être clair, vous avez dit que vos missiles ne peuvent pas atteindre les États-Unis par conception, que vous ne souhaitez pas les atteindre. Les États-Unis, mais vous avez aussi dit qu'il serait nécessaire, à titre défensif, que vous pourriez si besoin. Donc, pour être clair, vous engagez-vous à ce que l'Iran ne construise pas et ne construira pas de missiles capables d'atteindre les États-Unis? Je peux confirmer, oui. Monsieur, si c'est votre ligne rouge, pourquoi viser les États-Unis? Leurs bases à l'étranger sont-elles justifiées? Parce qu'ils nous attaquent. Ils le font, les États-Unis. Les installations, infrastructures, bases militaires américaines, vous savez, qui nous attaquent. Nous sommes attaqués. Pourquoi ne reconnaissez-vous pas ce fait? Nous sommes attaqués par les États-Unis, les forces dans la région. Donc nous avons tous les droits de nous défendre. Et comment nous défendre? Nous avons attaqué, vous savez, les bases américaines. Les bases, c'est évident, c'est un fait très simple. Et j'espère et je suis sûr que les gens comprendront cela. Nous ne sommes pas ceux qui ont attaqué les Américains. Nous ne faisons que nous défendre. Est-ce que ces attaques menées par les États-Unis et Israël aujourd'hui ont détruit des bases de missiles iraniennes? Eh bien, je ne pense pas, parce que, vous savez, nous tirons nos missiles presque toutes les heures. Ça a détruit des bases de missiles sur place? Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai pas encore d'informations détaillées. Mais d'après ce que je vois, seulement 1 heure après les États-Unis, après les attaques, nous avons commencé à lancer des missiles, vous savez, pour frapper des cibles en Israël et dans les espaces américains. Voilà. Cela signifie que notre capacité est là et que nous avons suffisamment de moyens, nous avons assez de force pour continuer aussi longtemps que nécessaire. Je le dis avec confiance. Nous sommes mieux préparés que lors de la guerre précédente, tant en quantité qu'en qualité. Monsieur Arachi, nous avons entendu de nombreux dirigeants étrangers à travers le monde, parmi lesquels ceux du Kremlin. Nous avons entendu la Russie. Nous commençons à entendre d'autres nations ailleurs. Quelle communication, le cas échéant, l'Iran a-t-il eu avec certains de ses alliés, dont beaucoup sont considérés comme des adversaires des États-Unis à travers le monde, concernant ce qu'ils s'engagent à faire en ce moment? Eh bien, j'ai eu une bonne conversation avec mon homologue russe. J'ai également parlé avec mes collègues de la région, avec la Turquie, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, le Koweït, vous savez, tous ces pays du CCG. Et vous savez, ma mission est de mettre fin à la guerre. C'est ma mission en tant que ministre des Affaires étrangères de mettre fin à cette guerre non provoquée contre nous. Et nous sommes en contact étroit avec nos amis en Russie, en Chine et d'autres dans la région. Et je tiens à vous assurer que je demeure pleinement disposé à travailler sur n'importe quelle proposition qui soit, vous savez, juste et raisonnable et qui puisse contribuer à mettre fin à cette guerre, tout cela en agissant, bien entendu, avec une totale dignité. Monsieur Abbas Arachi est le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Monsieur Arachi, nous apprécions votre point de vue et le fait que vous soyez venu nous parler ce matin. Merci.